se libérer à fond du regard des gens, tu vas sur une place publique, un endroit où il y a plein de gens, et tu te mets par terre. Juste, tu te mets par terre comme ça. Et moi, dès que j'ai cette pensée, je fais comme si je la mettais dans une poubelle dans ma tête. Disons, ok, ce que je fais pas de la merde, je suis rien de fait sur quelque chose, il y a des résultats, je continue là-dessus. En 1 ou 2 ans, tu peux faire x2, x3, x4, x5. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Cercles Vertueux. Aujourd'hui, on est avec Quickfly On est là. et Junior. Toujours présent, ma man. Et aujourd'hui, on va parler de plein de choses différentes. Donc, on va commencer par que laisser à 2023 et qu'améliorer en 2024. Comment? Tu peux commencer si tu veux. Je commence. Yes, sir. Que laisser à 2023 2023, moi, ça a été personnellement une année qui a été vraiment très très bénéfique dans ma vie. Donc, quand laisser. Qu'est-ce qu'il y a à laisser de 2023 que je ne veux plus avoir? Peut-être qu'il y a certaines personnes que je ne côtoie plus, que je ne côtoierai plus, qui ont été dans ma vie en 2023, que je ne ferai plus. Donc ça, c'est, je pense, le seul truc que je dois laisser à 2023. Sinon, il y a eu vraiment beaucoup de positifs. Et qu'améliorer en 2024, je pense toujours continuer à améliorer l'une des choses les plus importantes et qui est en relation avec ce que je viens de dire, améliorer mon cercle d'amis, etc., améliorer les gens qui me côtoient, parce que les gens qui te côtoient font les personnes que tu deviens. Essayer de rencontrer de plus en plus de gens entrepreneurs qui ont réalisé des choses, qui ont la même mentalité que moi sur l'investissement, etc. Et continuer à améliorer le podcast, les shorts, le nouveau projet Viral Media que je suis en train de lancer. Et continuer à être heureux, à essayer d'entretenir la relation de couple et tout ça et tout ça et tout ça. Et vous? Que laisser à 2023? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser à 2023? J'ai envie de rien laisser à 2023. Parce que pour moi, même quand tu as eu des moments compliqués, c'est pas des moments où j'ai envie de laisser à 2023, c'est juste des moments où j'ai envie de me dire c'était compliqué mais j'ai appris de ça. Et du coup, j'ai pas envie de mettre ça à la poubelle. J'ai juste envie de prendre ça encore en 2024 avec moi et me dire j'ai appris ça en 2023 parce qu'il s'est passé ça dans ma vie. Et en 2024, je vais apprendre de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai appris cette année? J'ai appris que dans la vie, il y a beaucoup de changements et que c'est juste à toi de savoir évoluer avec ces changements. Dans la vie, tu auras toujours des changements. Tu as deux solutions. Soit tu tombes, ou soit tu te relèves de ces changements. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu te relèves d'un changement, tu te relèves plus grand. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire pour le début. Voilà. Toi, Quickfly? Moi, je vais laisser 2023, je pense, la procrastination, les doutes et la peur. Mon année a commencé bien parce que j'étais à l'étranger et quand je suis rentré, c'était monotone. Là, j'ai repris les cours, c'est devenu. Je pensais que ça allait être bien, mais c'est monotone. Et là, je me donne juste la peine d'essayer, de ne pas avoir peur, essayer de nouvelles choses et accepter même que c'est nul, mais quand même continuer. La deuxième question, comment avoir confiance en soi? Damn, c'est une très très bonne question. Garder son énergie. Déjà. Comment avoir confiance en soi? Moi, je vais parler par expérience. Vas-y. En vrai, moi, quand j'étais petit, j'étais une personne qui n'avait pas confiance en moi. Pas du tout. Je le montrais pas et tout. Et ici, ce qui m'a aidé, c'est juste faire ce que j'aime. Et par exemple, là où j'ai senti une grosse amélioration, c'est quand j'allais à la muscu. J'étais régulier, j'ai commencé à avoir des résultats. Et puis, je voyais qu'il fallait être patient. Les résultats ne viennent pas tout de suite, tu sois patient, tu attends, tu fais ton truc. Et à force de voir les améliorations, de voir ce que tu crées prendre de la valeur et tout ça, Of course. tu commences à être confiant, de te confier en toi en ouais. disant ok, ce que je fais pas de la merde, je suis rien de fait sur quelque chose, il y a des résultats, je continue là-dessus. Et je le faisais sans vraiment parler aux autres ou quoi, juste je parlais pas, je laissais les résultats venir de soi. Si les gens venaient me dire ah ouais, t'as pris ou ça truc positif, je me disais ok, c'est bon. Si les résultats, si les compliments viennent par soi-même, ce sont des vrais compliments. T'as pas forcé les gens à dire, ce que tu veux. Ouais, genre si tu leur dis t'as vu, j'ai pris, ils vont dire ah ouais, mais tu sais pas si. Voilà. Right, ouais, c'est vrai. Moi je pense pour avoir confiance en soi, comme tu as dit un peu, il faut genre se dépasser chaque jour. Et quand tu te dépasses et que tu as des résultats, je pense que automatiquement à un moment donné tu vas prendre plus confiance en toi. Si par exemple tu arrives à avoir une routine journalière avec bêtement tel jour tu te dis à 16h je fais 1 heure de sport, je te promets que après quand tu arriveras à la fin de ta séance de sport que tu auras fait toi-même, tu seras mais genre
tellement fier de toi. Et je pense que c'est ces petites fiertés qui font qu'à un moment donné, tu arrives à t'apprécier, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Et c'est pas que dans le sport, c'est dans plein de trucs de la vie. Par exemple, moi, je mets un truc en place maintenant, c'est dès que j'ose pas faire un truc, et ben je le fais. Par exemple, si bêtement, genre, je vais voir une dame dans la rue, je dois lui poser une question, habituellement, tu te dirais, oh non, je la connais pas. Et bien moi, dès que j'ai cette pensée, je fais comme si je la mettais dans une poubelle dans ma tête et je vais voir directement cette personne. Et les petits trucs comme ça, mais petit à petit, ça vous fait prendre plus confiance en vous, je pense. Ouais. Je pense. Donc comme il a dit, le sport, quand t'es mec ou quand t'es gros, t'as envie d'essayer, tu te dis que c'est le problème, entre guillemets, et tu vas améliorer du coup ton corps à travers le sport, ce genre de choses. Il y a plein d'autres choses qui peuvent faire que tu as plus confiance en toi. Un bête exercice, c'est de faire simplement comme ça avec les bras, vraiment de lever le bras le plus possible. Et en fait, quand tu vas les rebaisser, tu vas te rendre compte que tu as l'impression d'avoir une forme de charisme en plus. Je vous invite à le faire, ça fonctionne vraiment bien. Et je pense que du coup, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Qu'est-ce qui est cool pour. Ouais. Vraiment, mais je te jure que ça fonctionne. Quelque chose d'autre qui fonctionne bien, bah, c'est simplement le fait d'oser faire des choses, Ouais, de ça, réaliser des choses. Plus tu réalises des choses, plus tout simplement tu as confiance en toi parce que tu te dis ok, moi je sais que je sais faire ça, 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 améliorer tes compétences, améliorer qui tu es. Tu vas pas réussir à voler si tu es un poulet, essaye de devenir un aigle et puis apprends à voler, tu vois. Quand tu te dis comment je veux essayer d'être mieux dans ma peau, ce genre de choses, bah déjà faire le sport, machin, comment te sentir mieux, bah oser faire les choses, aller, si vous mettez des habitudes en place, type aller parler à un inconnu tous les jours, ce genre de choses, ça peut faire que tu te débloques petit à petit, que tu es moins timide, et le fait que tu sois moins timide, plus extraverti, ça peut faire que tu as plus confiance en toi. Ouais, exactement. Et quand tu te rends compte à un moment donné que. Et je pense aussi pour. La clé aussi pour avoir confiance en soi, c'est de se dire. C'est de s'en foutre du regard des autres en fait. Ouais. Je pense que Très ça c'est important aussi aussi. la fucking clé. Si les vous gars. prenez en compte toutes les personnes Vraiment. qui sont toxiques, qui vous jugent, qui vous pointent du doigt, notamment à l'adolescence où il y a souvent des harcèlements, des gens qui sont méchants, etc. Il faut vraiment le plus tôt possible essayer de ne pas prendre leur avis en Ouais. compte parce que ces gens, c'est des gens que vous reverrez plus par la suite. Ouais, mais c'est compliqué à s'en foutre du regard des autres. C'est compliqué Pourquoi d'avoir ça. Quand t'arrêtes de construire, tu vas justement un petit peu te construire par ceux qui t'entourent. Tu vas chercher à avoir de la validation par des proches, par des amis. Mais justement, ça aussi, c'est le jeu contre toi. Si maintenant toi tu cherches à avoir des validations et on se moque de toi, toi t'es pas assez fort pour subir tout ça, tu vas tomber. Ouais. Et quand je vois, ce que j'entends, ce que vous dites souvent, le truc c'est aussi de sortir de ta zone de confort. T'as oublié de sortir de ta zone de confort pour apprendre tout ça quand tu me dis tu te Si passes tu un restes câble, dans ton confort, t'apprends rien. Ah ouais. t'apprends De rien. toute façon. Ouais, c'est vrai. Mais je dirais pour le truc pour s'en foutre des gens, fais une bêtise, attends ce qu'on te juge, et d'ici 15 minutes, les gens t'ont déjà oublié. La Ça, vie c'est un vrai de ma race. Il y a encore 15 minutes, les gens. Mm. C'est même dans les 10 secondes, les gens ils t'ont déjà oublié. Parce que les gens, il faut savoir un truc, c'est que les gens n'en ont rien à secouer de ta vie. C'est-à-dire, tu peux faire, on va dire que tu es dans le tram, tu tombes par terre, tu es tout gêné, tout ça. Mais dis-toi que la personne à côté de toi, dans 10 secondes, elle a déjà oublié, elle est en train de faire sa vie. Parce qu'il faut savoir que tu te préoccupes du regard des gens, mais il faut savoir que les gens se préoccupent aussi du regard des gens. Ça veut dire qu'en soi, ils s'en foutent que. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer. Ils te jugent même pas parce que Les gens eux-mêmes. Et après, ils passent à autre chose. Ils Ouais, te c'est regardent, ça. ils rigolent peut-être une seconde parce Ouais. que tu t'es cassé avec, puis ils se barrent. Ouais, Un c'est ça. exercice vraiment super intéressant qui a été fait par plein de gens, c'est pour vraiment se libérer à fond du regard des gens. Tu vas sur une place publique, un endroit où il y a plein de gens, et tu te mets par terre. Juste, tu te mets par terre comme ça, et les gens, ils vont. Et en fait, les gens, ils vont en avoir plus ou moins rien à foutre, ou alors il y en a certains qui vont calculer, mais qui vont passer quand même, parce que il y a du passage, tout le monde passe. Et en fait, le fait de faire ça, tu te laisses comme ça 10 minutes par terre, tu vas te relever et tu vas commencer à te dire, bah en fait on s'en fout du regard des gens, on s'en fout de tout. Et c'est vraiment un exercice où tu peux passer de au secours, qu'est-ce qu'il va penser de moi à je m'en fous d'un seul coup en fait. C'est vraiment un bon exercice si vous avez des problèmes par rapport à ça. Et du coup, je veux passer à la troisième question. Vous pensez quoi du fait de vivre en Europe? Avant, je me disais beaucoup, non, ici il n'y a rien à voir, rien à faire, il faut aller à l'étranger, aux États-Unis.
Et je trouve que maintenant, en vrai, quand je vois ceux qui nous entourent, c'est bête, mais juste, tu vois, les youtubeurs français, on a des gros projets, hein. Ok, c'est peut-être moins que MrBeast, mais on fait des putains de vues, on touche des gens, les gens ils en vivent et tout. Non, il y a des gros trucs même en France. Et je comparais beaucoup les États-Unis à la France, tout ça. Et je trouve que maintenant, il y a rien qui est. Tout le monde est égaux. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Dans les pays, tu parles? Ouais. Moi, il y a un truc qui change de fou, et pour moi, c'est la clé, c'est la mentalité. Bien sûr. Ouais, la mentalité aux États-Unis, elle est mieux. Voilà, On te moi- juge moi, moins, c'est on un va vrai truc. t'encourager et on va te suivre. Par contre, il y a vraiment un très très fort engagement de la communauté française sur Twitch, sur YouTube, etc. En fait, les personnes sont très 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 engagées quand il y a des youtubeurs type Squeezie, type Ponce, type peu importe, qui font des contenus. En fait, les gens sont très très engagés, même s'ils ont moins de vues et moins d'auditeurs que des Espagnols ou des Anglais. Mais les Espagnols ou les Anglais, par exemple, ils ont par exemple sur Twitch 50 000 viewers, là où un YouTuber, un streamer français, un gros, va avoir 10 000 viewers. Mais les 50 000 viewers, ils s'en battent un peu les couilles. Et les 10 000 viewers, ils sont très engagés. Ça a été notamment prouvé dans la Pixel War qui s'est passée en 2021, il me semble, encore en 2022, mais apparemment elle était vraiment moins bien, où un youtubeur espagnol avait 3 fois plus de viewers que les streamers français, mais le fait que les Français étaient super super engagés, eh ben, ils mettaient leurs pixels quasi tous ceux qui regardaient le live, et du coup les streamers espagnols ils avaient 3 fois plus de viewers, mais ils n'arrivaient pas à attaquer Les Français. les Français parce que c'était un concept où toutes les 10 minutes tu peux pas placer un pixel et du coup tu pouvais faire des dessins et c'était super intéressant, mais en fait c'est pour prouver comme quoi en France ils sont très très engagés. Après il y a le fait qu'il y ait une mentalité un petit peu négative, etc., qui peut être dérangeant. Mais je pense que ça change petit à petit. La mentalité française change petit à petit. Je pense aussi De ce que je vois. grâce à des gens comme nous qui faisons des podcasts sur le business, sur l'investissement, ce genre de trucs, grâce à des Yomi, grâce à des Oussama, grâce à des Timothée Moirou, Antoine, c'est ça. C'est des gens qui ont fait du bien, je pense, aux Français, et changer un peu de mentalité. Et voilà. Mais moi je me vois pas du tout vivre en Europe. Parce que j'aime pas trop la mentalité. Après, il y a des choses magnifiques en Europe. Oui, Il y a bien des sûr. coins magnifiques Après, en regarde, Italie, c'est en sûr. Grèce, En en France. Tate, il est en Europe. Hein. C'est ça? Il est en Roumanie, ouais. Il est en Je Europe. sais Hein. pas, ouais. Ouais. Mhm. Alors, Ça, lui, il est- en vrai, je me vois pas forcément rester toute ma vie ici, mais je me vois pas aussi autre part. Juste, je verrai où l'opportunité s'ouvre à moi. J'irai là-bas. Si je dois bouger entre tel pays, ça me dérangerait Moi, pas. j'ai- Tant moi, que je suis moi, bien, c'est bon. J'ai pas envie d'avoir de maison fixe, moi. Moi, j'ai envie d'aller dans plein de pays, découvrir plein de cultures. Ouais, découvrir plein de cultures. Mais ça à un me moment chaufferait donné, de fou. il faudra créer son nid parce qu'il y aura les enfants. Tu vas pas les faire voyager d'un pays à l'autre à chaque fois. Comment ils vont faire? Grave d'accord avec ça. J'ai un gars chez moi à l'école, il est né en Belgique, mais il a vécu quelques années à New York. Après, il a fait le Sénégal et puis la Grèce. Il est solo, le poteau. Mm. Il est solo. Il part avec son sac. Et il vient à l'école. J'essaie de sympathiser avec lui. Non, il est froid. Il fait il est là, il faut que j'y aille. On dit venez, on y va. Non, il part solo dans son coin. On a fini les cours, il se taille direct. Après, lui, il vit bien. Il est bien comme ça, tant mieux pour lui. Mais à force de toujours te déplacer, tu vas te sentir seul. Tu vas rester seul aussi. Mais il y a un, Est-ce que c'est pas plus mal, alors, des fois, d'être un peu seul? Lui, il a l'air d'être heureux, il vit, Voilà. il fait sa vie. Hein. il y a un youtubeur suisse que je trouve très très intéressant qui s'appelle Elio Aviliano Munoz qui était en Suisse du coup, puis qui est parti à Barcelone, il a été à Budapest, maintenant je sais plus où il est, mais il change de pays et il change de langue. Et son objectif c'était d'abord d'aller dans un pays où il connaissait la langue mais pas la culture, puis d'aller dans un pays où il connaît la culture mais pas la langue, et après il veut faire carrément un pays où il connaît ni la culture ni la langue, tu vois. Et il s'est vraiment lancé ce challenge-là pour essayer de découvrir des nouvelles choses, etc. Et je trouve ça vraiment super intéressant de faire ça. Et on voit déjà des résultats et tout. Il est tranquille, il parle espagnol super bien, maintenant il a été à Budapest, je sais pas, à son niveau d'hongrois, je sais même pas s'il a commencé à apprendre, mais en tout cas il s'est vraiment mis dans une situation très inconfortable pour essayer de trouver du rythme et une bonne chose dans cet environnement inconfortable. Et il me semble qu'il avait parlé du Japon, où il connaît du coup ni la culture ni la langue, pour vraiment se lancer dedans et essayer de tout apprendre sur place. Vous voyez, c'est répétitif, il faut toujours sortir de sa zone de confort, constamment. Voilà.
C'est que ça, je crois. C'est vraiment comme ça. C'est bête, en plus, c'est tout le monde qui le dit, mais c'est que c'est vrai. À un Tout le moment monde donné, dit, personne ne le fait. Vous pensez quoi de vivre à Dubaï? moi, ça me chauffe pas. Ouais, moi non plus. Ça vous chauffe pas? Non. Les gars, moi ça me chauffe vraiment vraiment beaucoup. Dubaï, c'est le Disneyland des entrepreneurs. T'es pas imposé, c'est magnifique. T'as chaud toute l'année, faut partir en été parce que c'est trop chaud. Et tu fais que des rencontres dans tous les sens. Les podcasts, tu peux faire des podcasts avec tous les plus grands Mais entrepreneurs, toi, ça etc. te parle parce que c'est ton truc. C'est totalement mon truc. Et je suis vraiment très intéressé même par l'immobilier là-bas. C'est une des villes avec Singapour qui se développe le plus possible. Et je trouve ça vraiment trop intéressant. Les lois, elles sont, enfin, tout est bien pensé. Alors que, bah, par exemple, si on compare les lois qui sont faites en France, ils en font beaucoup, 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 beaucoup trop, qui ne servent à rien. Enfin, la plupart, elles ne servent pas à grand-chose. Et la justice, elle met 6 ans à appliquer un truc. Tu as un problème actuellement. Mais ton problème judiciaire, il va être fait dans 6 ans. Enfin, il y a certains cas comme ça. Et c'est vraiment, vraiment chiant, alors que la base, c'est vraiment efficace, etc. Tout est suroptimisé, en fait, pour aller plus vite. Et pour être mieux, en fait. Moi, je ne vois pas forcément directement aller vivre là-bas, mais si par exemple une opportunité me dit il faut y aller ou quoi, vas-y. Mais quand je vois, moi j'aimerais bien peut-être aussi faire des feats avec des autres têtes ou quoi. Si à Dubaï ils sont pas là, ça sert à rien que j'y aille. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est une ville fake. Ouais. Trop fake, hein, cette ville. Tout est faux là-bas. Il n'y a pas que du fake. Moi, c'est pas une ville dans laquelle je pourrais habiter, je crois. C'est pas une ville qui me À chauffe. cause de quoi? L'environnement, genre, je me vois pas habiter à Dubaï. Moi, je me vois plus habiter, genre, Si. Miami ou quoi. Ah ouais, ok. J'allais dire la mentalité que t'as est complètement accolée à ça, mais un pays des US aussi. Ouais, Miami ou quoi. C'est vrai que c'est la même mentalité. Il y a des gens avec une très bonne mentalité là-bas, mais moi, je me vois pas habiter là-bas à temps plein. Alors, peut-être 1, 2 ans dans une autre, mais pas toute ma vie là-bas. Non. Est-ce que les réseaux sociaux ont pourri l'humanité? Plus que ça, même. Plus que pourri, je crois que c'est détruit, même. Pour moi, c'est Oui et non, en fait, ça dépend comment tu l'utilises. Ouais, mais 99,9% des gens l'utilisent mal. Donc, Alors pour eux, ouais. Malheureusement, ouais. En fait, je pense qu'il y a quelque chose de très très intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que ça permet à des créateurs, à des marques, à des sociétés, etc., de présenter leurs produits, de pouvoir les vendre d'une autre manière. Mais dans plein de cas de consommation, notamment TikTok, etc., le fait de consommer, de rester 3 heures dessus parce que la plateforme est super bien faite pour que tu restes 3 heures dessus, c'est quelque chose de néfaste. Par contre, le fait d'aller regarder des vidéos YouTube, des podcasts, des trucs pour s'informer, ici par exemple on avait un problème avec la caméra, on a été chercher une vidéo sur YouTube, le fait que YouTube ce soit un média où tu peux apprendre littéralement tout, ça c'est super bénéfique. Le problème des réseaux sociaux, c'est le côté façade, le côté fake, le côté on montre, le côté OnlyFans, le côté vraiment tout pour essayer d'avoir le plus d'attention possible, quitte à être complètement débile, notamment le mec qui disait Nutello à la place de Nutella juste pour avoir plus de commentaires. Il est intelligent, mais ça apporte rien de bon à la société de faire ça et que ce mec-là ait autant d'attention. Tu vois. Je sais pas, moi par exemple, j'essaie d'apprendre le salto arrière et je vais voir par exemple des tutos sur TikTok parce que ça va plus vite. J'ai fait ça aussi sur YouTube, mais par exemple aussi sur TikTok, je peux aussi voir vraiment des tutos ou quoi sur de la boxe parce que j'aime. Alors ça dépend comment tu l'utilises. Parce que moi parfois je pourrais me perdre sur YouTube parce que je vais chercher des vidéos pour essayer de me distraire, au final c'est de la merde, j'y arrive pas. Et j'ai perdu peut-être aussi autant de temps que TikTok, alors que c'est YouTube. Ouais, tout dépend du créateur en fait. Ça dépend qu'est-ce que tu consommes. Et ouais, exactement, ben, c'est vrai. non, c'est En soi, tous les réseaux sociaux peuvent être bien utilisés en fonction du créateur, etc. Ouais, c'est juste à toi de savoir ce que tu fais de cet outil-là en fait. Mais malheureusement, je crois que tout est fait pour que tu sois juste un consommateur et pas un créateur. I think. Pourquoi le système scolaire est-il obsolète? Moi ces derniers temps, j'étais en cours, je commençais à me déconnecter parce que ça m'intéressait plus trop et je me disais en vrai,
quand je vois certains élèves, ils sont là, ils ont une mauvaise note, ils sont presque en train de chialer. Oh non, ça va pas, mauvaise note, je suis dans la merde. Nanana. Je me dis, vous êtes sérieux? Je ferme ma gueule parce que sinon ça partira en drama. Je ferme ma gueule et je me dis au fond, je me dis, vous êtes sérieux? Tu ne te donnes même pas la peine de juste échouer pour apprendre. Tu es là en train de déjà péter un câble. Non, il faut toujours réussir, ça va, ça va. Certaines, j'entends, ils vont presque même chialer. Moi, j'ai eu une mauvaise note, j'étais là, moi, si je serais à ta place, j'aurais pleuré et tout. Ces résultats, ces réponses commençaient plus à m'énerver que ce que la prof me disait en mode améliore-toi là-dessus, 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 là-dessus. Ouais. Même quand je vois maintenant, le trois quarts des gens qui réussissent à l'heure actuelle, c'est pas grâce à l'école. C'est par eux-mêmes, et avec les outils qu'ils ont maintenant, donc YouTube et tout. Je pense que l'école. Après, j'ai pas envie de dire ne quittez pas l'école. C'est quand même important, mais il faut toujours savoir distinguer entre le bien et le mal dans tout. Ouais, quand tu vois qu'un mec maintenant il crée du contenu, il gagne 10 fois plus qu'un mec qui a fait 5 ans d'études, tu te dis. Ouais. Après, il c'est faut créer bizarre. du contenu pendant longtemps pour être rentable. Ouais, c'est possible, mais est-ce que ça équivaut à 5 ans d'études? Je sais pas. Ça dépend. En fait, je pense que le problème des 5 ans d'études pour avoir un résultat, c'est que les diplômes sont survalorisés par beaucoup trop de gens, qu'ils n'ont pas autant de valeur que les gens le perçoivent, et que les compétences en ont plus. Et j'en avais déjà parlé du coup sur un podcast. Mais je pense que c'est vraiment super important de considérer tout ce que tu sais faire plutôt que tout ce que tu as su pendant un mois parce que tu as étudié ton interro. Tu vois. Le fait, en fait, moi, ce qui m'a frustré, par exemple, quand on avait commencé des études, c'est que je pouvais pas commencer à appliquer ce que je voulais faire, notamment en agent immobilier, pendant 4 ans. C'est-à-dire que je commence un projet maintenant pour avoir les commencements des résultats dans 4 ans. Et c'est ça que je trouve beaucoup trop frustrant, et c'est le cas pour du coup la majorité des études universitaires ou d'école, tout ce que tu veux, c'est que tu vas espérer avoir un diplôme qui va te permettre de faire quelque chose, mais tu vas te dire je fais rien en même temps parce que je suis occupé dans mes études et pendant 6 ans je fais que ça. Et c'est ça le problème, c'est que les gens se disent je ne fais que ça et j'ai pas le temps pour autre chose. Alors que notamment Yomi Denzel a réussi à aller à Harvard tout en faisant des centaines de milliers d'euros en e-commerce. Moi, j'ai envie de dire, à l'école, j'étudie et en dehors, j'apprends. À l'école, je vais étudier tous les trucs par cœur parce qu'il faut pour les résultats. Mais en dehors de l'école, je vais justement apprendre des choses que je menais la peine d'échouer et apprendre des choses, apprendre des choses et peut-être échouer par là. Mais je sais que ces informations que je vais utiliser, je vais apprendre, je pourrai utiliser sur long terme. Alors que les cours, c'est juste parce que là, j'ai besoin de ça à l'instant T. Une fois que je l'ai, c'est bon, j'oublie ça. Et ce que j'apprends, je continue à travailler toute ma vie dessus. La motivation ne sert à rien sur le long terme. Pourquoi? La motivation ne sert à rien sur le long terme. Ouais. Yep. Ouais. Non, que la motivation ne sert à rien. Oui, je parle. La motivation ne sert à rien sur le long terme. Pourquoi? Mais parce que si t'es que motivé mais que tu n'appliques pas, ça sert à rien. Il y a le fait d'appliquer également, mais ce que je veux dire, Moi, c'est que c'est important. le graphique de la motivation, c'est que tu vas avoir un pic de motivation Oui, pendant la première semaine, 2 premières semaines, puis il va baisser, puis tu vas faire bon, j'abandonne le projet, tu vois. Et parfois, tu as des repics de motivation sur un autre truc. Le problème, c'est que tu vas te lancer sur un projet, pic de motivation, à chaque projet. Et ce qu'il faut absolument faire, du coup, c'est d'être discipliné, parce que quand tu es discipliné, tu fais tous les jours une certaine tâche, même si tu n'en as pas envie, même si tu te dis que ça va peut-être pas fonctionner tout de suite, même si. Tu fais une tâche précise tous les jours pour avancer vers tes objectifs. Et grâce à ça, tu vas réussir à être viable sur le long terme, justement. Alors que la motivation, c'est bien pour lancer un projet, c'est bien pour commencer à passer à l'action, c'est bien pour avoir de l'énergie, etc. Au début, pour te lancer, pour immédiatement aller investir dans ce que tu veux faire, etc. Mais derrière, il faut absolument être discipliné, puisque la motivation, elle descend toujours au bout d'un moment donné. Moi, je l'avais avec la muscu. Quand je venais de commencer, j'étais grave motivé, j'attendais les premiers résultats. Et puis, une fois que je commence à avoir les résultats attendus, là, je me suis dit au final, vas-y, si j'ai pas aujourd'hui, c'est pas grave. Puis ça fait un jour, 2, 3, ça fait presque 3 semaines, un mois. Et là, je me dis non, je ne vais pas continuer comme ça. Et maintenant, juste tu te forces à y aller pour la discipline. Et en vrai, la motivation, c'est que un step et la discipline, c'est toute une vie.
Là maintenant, je vais plus à la muscu pour être discipliné et rester m'entretenir pour pas me dire tous les efforts que j'ai fait qui repartent comme ça, non. Et il a des bras énormes. Ouais, modeste. Il est modeste, il est modeste. Mais du coup, ouais, comme tu dis, l'exemple que presque tout le monde a fait, parce que presque tout le monde est déjà rentré dans une salle de sport dans sa vie, bah, c'est justement la musculation. La musculation, il y a un nombre incalculable de gens qui commencent et arrêtent par la suite. Ouais, Parce qu'ils sont motivés au début, ils se disent ah, j'ai envie de perdre du poids. Et puis, j'abandonne. J'ai envie d'avoir non, j'ai envie d'être musclé. Non, non. Parce qu'ils abandonnent à un moment donné, parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Il y a même beaucoup de gens qui font tourner leur abonnement Basic Fit parce qu'ils ont oublié de l'arrêter ou parce qu'ils se disent ouais, mais je vais y aller à un moment donné, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Alors, comment comptez-vous atteindre la liberté financière? Comment l'atteindre? Ouais, c'est bon. Ben, en ce moment, je suis en train de lire Rich Dad Poor Dad et ce que je comprends là-dedans, il commence à parler de ça, de commencer à travailler plus sur une passion que sur un travail. Il dit qu'un job, c'est une solution à court terme et un problème à long terme, si je dis pas de bêtises. Et là, quand il en parle, c'est toujours de commencer quelque chose juste par passion, se développer, et puis plus tard, cette passion deviendra un travail, un métier, et tu pourras en vivre de ça. Moi, je suis plus dans cette optique-là. Je cherche pas vraiment à faire des gros billets, des grosses liasses. Je vais faire ce que j'aime. À un moment donné, ça risque de péter. Et si je peux continuer à vivre de ça, tant mieux, merci. Ouais, Rich Dad Poor Dad du coup de Robert Kiyosaki. Et c'est super intéressant ce que tu nous dis. Et toi, ton avis sur la liberté financière, comment est-ce que tu comptes l'atteindre? Comment est-ce que je compte l'atteindre? Comprendre comment le système bancaire fonctionne, comment les investissements fonctionnent, comment le monde fonctionne. T'apprends ça au max et après je pense que tu peux te permettre d'investir à gauche à droite dans différents projets et c'est ces projets-là qui peut-être te permettront d'atteindre un certain montant pour la liberté financière. Mais ici, là, il faut que vous m'aidiez parce que quand vous parlez d'investir, vous investissez plus sur. Quand vous parlez, je vois plus avec des sommes, des billets ou quoi, un montant. Moi, j'ai peur d'investir avec des sommes et tout. Je préfère bien investir avec de l'énergie, du temps. Au final, ça reste presque la même chose, mais. Ouais. En fait, Non, parce que quand tu investis de l'argent et après tu regagnes cet argent en x4. Mais moi, dans ma tête, genre, j'ai peur de juste j'investis, ça revient pas. Oui, mais moi, attends, 30 secondes. Mais moi, je me dis un truc. Genre, imagine, tu travailles, ton employeur il va te donner 100 euros. Avec les 100 euros, tu vas faire quoi? Tu vas dépenser Starbucks. Non. Non, je parle pas pour toi, je parle pour les gens. Starbucks, fast food, vêtements, à la fin, il va te rester 20 euros. Or que si tu avais donné les 100 euros, avec les 100 euros, tu avais investi, on va dire, 40 euros, et ça se trouve, ces 40 euros, dans un an, 2 ans, ils auraient fait x2. Ça veut dire que tu te serais peut-être restreint, mais au final, tu aurais eu des gains à la fin. Et pour moi, c'est le plus important. les gars, je veux revenir sur la définition de la liberté financière. La liberté financière, c'est ne plus avoir besoin de travailler et quand même pouvoir continuer à consommer, à vivre, à boire, à manger, à faire des activités, à tout ce que tu veux. Le fait d'avoir la liberté financière, c'est que tes dépenses mensuelles sont couvertes par tes investissements. Donc quand tu me parles d'investir en l'énergie que tu mets dans un projet, c'est bien, mais le problème c'est que si demain tu tombes malade, t'es à l'hosto, tu n'y gagnes plus rien. Tu ne peux pas gagner grâce à tes projets. Le concept de liberté financière, c'est tu te barres demain peu importe où, et ou alors tu es à l'hosto et tu continues à recevoir ton salaire et, sans rien faire, quoi. C'est ça le concept de liberté financière. Et du coup, la question c'était comment est-ce que vous espérez le faire? Et du coup, comment le faire? C'est en investissant dans les actions, dans les obligations, dans les cryptos, dans l'immobilier surtout. Tout ce qui peut te rapporter, t'investis dedans. Moi, alors je dirais investir dans ce que toi tu crois. Alors. Oui, ça c'est le plus important. Tu peux Toi, investir tu vas dans dire quelque toi chose, tu vas croire crypto, tout ça. Moi, je suis pas trop là. Moi, je dirais plutôt investir dans les autres trucs qui sont peut-être complètement risqués, mais moi, je le sens bien. Comme quoi? Encore plus risqué que la crypto? Il y a quoi de plus risqué? Moi, en soi-même. Non, c'est moins risqué. C'est pas un investissement financier, toi. Bah, Tu n'es pas. Si, ah bah moi je crois que Non, investir en soi, c'est important.
mais tu Ouais. n'es pas un investissement financier. Là, on parle de où est-ce que tu vas mettre tes 10 balles. Tu vas pas les mettre sur toi, ça veut rien. Je veux dire, où est-ce que, Mais est-ce non, que tu vas les en soi, mettre? non. Tu sais que les 10 balles, t'achètes un livre sur l'investissement, c'est un investissement, gros. C'est un investissement. Mais là, on parle vraiment d'actifs, d'assets. Ok. De trucs qui bougent, qui augmentent et qui. Parce que moi, quand je vois tous ceux que j'ai investis, la plupart, ce sont, on va dire entre guillemets, des passifs qui savent devenir des actifs si je travaille dessus. Ouais. Mais pas forcément directement des actifs. Ouais. Je prends beaucoup de risques en faisant ça. La manière la plus efficace de devenir libre financièrement, le number one, c'est l'immobilier. Parce que l'immobilier, en fait, tu peux générer des revenus à travers du coup tes locataires. Donc tes locataires remboursent ton prêt. C'est-à-dire que si tu arrives à avoir un bon prêt, etc., en n'ayant pas beaucoup de thunes, enfin pas beaucoup de thunes, un capital de départ de 15 000, 20 000, si tu as un bon crédit et que tu fais un bon projet, tes locataires remboursent du coup ton investissement. Ouais, mais comment tu arrives à ce niveau-là? Si tu commences, tu as 10 balles dans ton portefeuille. T'as que 10 balles, tu taffes pour essayer d'avoir Tu fais un 15. emprunt. Un emprunt. Tu peux pas faire un emprunt avec 10 balles. Mais non, mais je veux dire, quand il disait 10 balles, c'est genre si t'as pas beaucoup d'argent. Mais Mais si t'as 10 balles, tu te tais et tu taffes pour essayer d'en avoir plus. Ouais, c'est tout. c'est ça. Parce que, genre, sortir un 30 000 d'un coup, c'est chaud. Pas tout le monde sait le faire. Mais c'est vrai qu'elle. Est-ce Non, que mais toi, c'est tu pour ça qu'il crois... faut taffer et préparer. toi, tu crois encore à l'immobilier ici en Belgique? Moi, je crois à l'immobilier partout, En mais Belgique surtout dans les pays qui se développent Oui. vraiment à fond. Ici, tu crois pas que c'est un peu trop tard? Non, je pense que c'est jamais trop tard. Je pense que les gens qui disent que c'est trop tard, c'est des gens qui passent pas à l'action et qu'il y a des affaires à faire partout, surtout dans des pays où il y a moins de gens, moins de compétition, moins de gens qui veulent absolument faire de la thune, etc. Et en Belgique, il n'y en a pas tant que ça qui veulent absolument faire de la thune grâce à l'immobilier. Et c'est pour ça qu'il y a une opportunité parce qu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas beaucoup de gens déter en Belgique et en France. Moins de compétition. Voilà, moins de compétition, moins de gens, moins de Yann Darwin, de monstres comme ça, qui vont aller acheter des appartes à des millions, etc. Si par exemple, tu investis dans un asset, par exemple, il y a 8 ans, il était à 20, et là maintenant, il est à 200. Ouais. Est-ce que tu investirais dans cet asset-là? J'attends qu'il rebaisse. Ok. Et si il rebaisse, mais genre à peut-être 150? Bah, ça dépend de l'asset, mais s'il a une tokenomics bien, enfin je parle de tokenomics, si la répartition des actions ou la répartition des tokens est bien faite et que et que la quantité des actions ou des cryptos est limitée, je vais investir dedans si c'est un bon Moi, ce que je projet. veux dire, c'est que moi, je pense que l'immobilier, on a trop saigné ça ces dernières années. Mais des fois, quand tu vois les prix de certaines maisons, tu te dis, ça sert même plus à rien d'investir là-dedans, c'est trop cher. Évidemment que ça sert, évidemment que ça sert. Et dans quelques années, la middle class, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois sur ce podcast, mais je trouve vraiment que c'est un avis que je défends à fond, la middle class, donc les gens qui gagnent entre 2000 et 3000 euros par an actuellement, ne pourront plus acheter de l'immobilier dans 10-15 ans. Parce que le prix de l'immobilier augmente, les riches vont être de plus en plus riches et les pauvres ou la middle class vont de plus en plus galérer. Je voulais parler aussi de la deuxième manière d'investir et d'être libre financièrement, c'est les actions. Donc les actions, le problème des actions et des obligations et de la bourse en général, c'est qu'il faut un grand capital pour que ça ait c'est qu'il faut un grand capital pour que ça ait un impact sur ta vie. C'est-à-dire que si tu n'as pas plus de 100 000, 200 000 euros d'actions, malheureusement, tu vas avoir vraiment du mal à être libre financièrement parce que les actions, ça fait pas x10 en une journée. Ça, c'est pas possible. Parce que les actions, c'est quelque chose qui monte au fur et à mesure du temps. En général, quand tu investis dans une action, tu espères la ressortir dans les 10 ans. Donc c'est vraiment un investissement sur le long terme. L'immobilier aussi, c'est un investissement sur le long terme, mais tu peux plus flipper avec de l'immobilier d'une certaine façon parce que tu peux, par exemple, acheter, rénover, revendre, tu as fait une plus-value. Les actions, tu l'achètes et tu dois attendre. Et la troisième manière, du coup, d'être libre financièrement, mais ça, il faut vraiment croire au projet, etc. Ce que je crois, parce que je pense que les cryptos, c'est une technologie formidable. La blockchain. La blockchain, les cryptos, c'est une technologie formidable. Du coup, Quoi? j'ai bugué. Du coup, les cryptos, je pense que c'est quelque chose de formidable parce que tu investis sur une crypto et en bull run, en tout cas, si tu le prends en bas de bull run et que tu essaies de faire le vendre pendant,
en 1 ou 2 ans, tu peux faire x2, x3, x4, x5 si tu investis intelligemment. Et ça, je pense que c'est super important de bien investir au début du bull run, au pied du bull run, avant que ça monte, et puis absolument tout retirer quand tout est en haut. Je pense que c'est super important. Et les investissements crypto, pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? C'est parce qu'il y a le halving qui se produit tous les 4 ans où le nombre de bitcoins émis est divisé par 2, ce qui fait que ça augmente. Donc, ce qui fait que ça augmente théoriquement dans la plupart des cas, et ça s'est passé du coup 4-5 fois lors des derniers halvings. Mais en tout cas, les cryptos, c'est quelque chose de super intéressant, mais sur une courte période de temps, vraiment tous les 4 ans. Donc là, on prend 2024-2025. Donc 2020, théoriquement 2028-2029, c'est des bonnes années. Et après, tous les 4 ans, c'est des bonnes années. Mais les autres, fuyez les cryptos. Les autres? Les autres années. En 2026, si tu as encore des cryptos dans ton compte, par pitié, vends-les parce que tu vas vraiment être dans la merde. Parce que c'est cyclique. Tu as bull run pendant 1 an, 1 an et demi. Puis tu as bear market pendant 1 an, 1 an et demi. Phase d'accumulation, 1 an, 1 an et demi. Donc tu vends tout au bout du bull run. Puis tu regardes pas. En phase d'accumulation, tu achètes un peu. Début du bull run, tu achètes beaucoup. Tu revends. C'est la manière idéale de faire C'est la théorie. C'est la qui théorie. devrait se passer tous les 4 ans. Voilà. Bah en tout cas, si ça se passe, ça se La passe. théorie, c'est les Coupes du Monde. Ouais, c'est ça. À toutes les Coupes du Monde, tu vends ou t'achètes. N'oubliez pas que vous pouvez aussi écouter ce podcast sur les plateformes de streaming, notamment Spotify, Apple Podcasts, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de YouTube, à mettre 5 étoiles en audio sur du coup, les plateformes de streaming, à mettre un like et à commenter si vous voulez réagir par rapport à tout ce qu'on dit, c'est vraiment intéressant. Quoi, c'est fini là ou... Non. non. Ok. Est-ce que le travail paye toujours? Non. Pour moi, oui. Non. Hell no. Si. Hell no. Mais d'un coup, alors il paye pas. Alors. J'avoue. Pour moi, le travail ne paye pas toujours parce que si tu travailles pas intelligemment, t'as beau travailler comme tu veux, tu n'auras aucun résultat. Et c'est comme pour ça, moi, oui. Ouais, pour moi, c'est pour ça que le travail ne paye pas toujours. Est-ce que le travail intelligent paye toujours? Oui. Mais le travail ne paye pas toujours. Parce que... Comme ça, ouais. Mais après, moi, je me dis, Je vois ce que tu veux dire. Si tu vas travailler en tant qu'employé, un job répétitif type usine ou quoi, et que tu gagnes juste de quoi manger, le travail, il paye parce que tu payes ta bouffe, mais il paye pas toujours parce que tu aurais pu lancer un bar, tu aurais pu lancer un autre projet qui aurait pu vraiment t'apporter beaucoup plus. Et te payer. Moi, je parle aussi, si tu veux créer un projet, tu vois que tu travailles, mais genre pas de manière efficace, ben, ça ne peut pas fonctionner. parce que pour moi, quand je travaille, c'est constamment tu Genre, évolues, tu tu te la donnes. apprends des trucs, ouais, constamment tu dois Il évoluer, n'y a, apprendre des y a trucs. aucune raison que ça ne fonctionne pas en vrai de vrai. Ça, c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'il y a des multimillionnaires, des milliardaires? C'est parce que ces gens travaillent, d'abord apprennent 10 fois plus que toi sur un sujet, puis ils travaillent 10 fois plus que toi sur le sujet, ils travaillent 10 fois plus intelligemment que toi sur le sujet, et ils passent 10 fois plus de temps que toi sur le sujet. Et parce qu'ils font toutes ces choses-là, où ils vont à fond dans un truc, et ils se focus, et ils essayent de se concentrer sur un produit, sur une plateforme de vente, Genre, et tu avec connais des un exemples- avatar client. Des exemples Les exemples de gens, comme tu dis, qui connaissent 10 fois plus de trucs que toi et tout. Genre, tu parles de qui? un Warren Buffett. Ouais, ben, Pendant tu sais, des années et des années, il a lu. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a taffé, il a créé des relations, il a investi dans des startups, il a fait tout ce genre de choses. Donc, il a fait 10 fois mieux. Il a 10 fois plus travaillé parce qu'il comptait pas ses heures et il a fait des années à essayer de créer des bonnes relations, à investir dans les bonnes choses, etc. Et il a attendu 10 fois plus de temps parce que la plupart des gens se disent « Oh, si c'est pour faire 10% en 1 an, ça sert à rien. » Et bien lui, il a fait 10% en 1 an, 10% en 1 an, 10% en 1 an, 10% en 1 an, et maintenant il est multimilliardaire. Ok, mais moi je vais vous dire un truc. Cash, les Warren Buffett, tout ça, si t'as pas certaines connaissances, t'y arriveras jamais. Bah justement, faut Et non, mais quand je parle de connaissances, c'est des connaissances. C'est pas il a travaillé, il a lu des livres. Non. Ces gens-là, ils ont réussi parce qu'ils ont des connaissances que 99,999% des êtres humains ne connaissent pas. Notamment la numérologie. Plein de trucs comme ça. Et c'est pour ça que quand on dit, quand il y en a, ils disent, oh mais toi tu peux être comme Elon Musk,
Warren Buffett, non, désolé, si t'as pas certaines connaissances que eux ils ont, et aussi les contacts qu'ils ont, c'est chaud. Comment réagir quand quelque chose ne va pas en ta faveur? Ne pas Ouais. réagir à chaud. Ouais. Prendre du recul sur la chose, accepte-le. C'est bête, hein, regarde. C'est bête, bête. J'avais un compte Revolut, je l'avais utilisé quand j'étais à l'étranger et depuis j'ai pu l'utiliser. Je reçois un mail en disant ouais, il faut remettre ton compte à 0, sinon on peut mettre une sanction. Et là je reçois mon message en mode c'est quoi la sanction? J'avais peur de ça. C'est quand même en bas le truc à remettre à 0. Je me dis est-ce que je fais ou je fais pas? Au final je l'ai fait. Je fais le virement et je vois l'argent n'est pas encore sur le compte. Je me dis ouais non, j'ai perdu 90 balles, il faut que je me batte en 90 balles pour que je réussisse. Non, Je suis là, je regarde, je me dis, vas-y, peut-être d'ici un quart d'heure, ça va revenir. Ça va monter. Je check, rien. Je me dis, tu sais quoi, vas-y, on va attendre. J'ai 7 jours, je vais attendre 2-3 jours et puis ça va arriver. Je me dis, il y a moyen, le virement, c'est pas la même banque, ça va prendre un peu de temps. Et ce matin, je pars checker, je vois que c'est à 0. Je me dis, ok, heureusement, j'ai pas voulu remettre encore de l'argent, alors il fallait cette passion. Attends, t'as eu dépensé 90 balles avec Revolut. Non, en fait, mon compte sur les Revolut était à moins 90 Ouais. parce que j'avais plus mis d'argent. Ouais. Et le compte m'avait dit de remettre de l'argent pour être à 0. C'est logique. Sinon, j'avais une sanction. Ouais. Et je me dis au final, ça sert presque à rien. Est-ce que je le fais vraiment ou pas? Est-ce que je n'utilise plus la carte? Tu l'as pas fait? Si, je l'ai fait. Ouais, Mais quand je l'ai fait faut- virement, l'argent n'est pas venu directement. Et je commençais à paniquer. Et j'ai commencé à me dire, ouais, si je fais une dinguerie. Ouais, c'est très important, les gars, quand vous avez des trucs, même en ligne ou peu importe, un système bancaire, vous êtes tracé partout, vous avez votre carte d'identité la plupart du temps dessus, etc. Remboursez, essayez pas de prendre d'argent à ces gens-là, ils vont vous Mais mettre c'est des pas que je amendes, voulais vous prendre, allez c'est que je tomber. l'utilise pas. Du coup, pourquoi je mets 90 balles dans un truc que je n'utilise plus? Bah, parce que tu as acheté, tu as utilisé ces 90 balles. Parce que là, maintenant, c'est-à-dire l'année prochaine, il va encore me demander 90 balles alors que je n'ai pas utilisé. Mais non. Là, attends, tu n'as pas utilisé les 90 balles, mais ils t'ont facturé 90 balles. J'ai utilisé, la dernière fois que j'ai utilisé, c'était l'année passée. Tu as au début dépensé d'année, les 90 ouais. balles avec la Non. carte Revolut ou J'ai pas? créé ma carte Revolut. Ouais. J'avais besoin pour faire des virements à l'étranger parce que ma carte ici ne fonctionnait pas. Ouais. Du coup, je l'ai utilisé, je mettais l'argent, je faisais mes trucs, j'avais fini. Et donc, je suis rentré en Belgique, il n'y a plus besoin. Du coup, le reste de l'argent, j'ai récupéré, j'ai mis sur mon compte et j'ai laissé le compte en stand-by comme ça. Ok. Et 2-3 jours passés, on m'a demandé de mettre 90 balles pour les crédits par an. Et je me dis, pourquoi est-ce que je mets 90 balles alors que je l'utilise plus? Ah ouais, chaud. Et tu as activé une fonctionnalité spéciale pour prendre quelque chose, pour avoir du cashback ou quelque chose comme ça? Je pense juste j'avais juste mis, C'est possible. j'avais peut-être mis un truc premium ou quoi. Eh ben, pour, à mon avis, c'est à cause de ça. Ouais. Fais attention à désactiver ce truc-là, parce qu'à mon avis, c'est ça qui t'a pris la balle. Ouais, faire attention à ça. Et toujours, t'as bien fait de rembourser, parce que tu as utilisé une fonctionnalité qu'ils ont mis en place et que tu as accepté de payer, donc il faut payer. Ouais. Mais on a un petit peu dévié de la. Comment réagir aux champs? Les choses vont pas avant, pas forcément. En fait, toi? Comment je réagis quand ça va pas en ma faveur? Ouais. J'essaie de comprendre déjà pourquoi ça va pas en ma faveur. Et comme Mr. Quickfly l'a bien dit, c'est lui, hein, Quickfly, pour ceux qui connaissent pas. Je pense ne pas réagir à chaud, c'est le plus important. Genre, quand t'as un problème, tchac, réagis pas à chaud, calme-toi. Et Ouais, même- sur des autres angles. Et tu vois, ouais, ça, tu vois ça peut-être 2 jours, 3 jours après, t'analyses. Et parce que réagir à chaud, je pense que c'est le pire truc à faire. C'est le pire. fucking Même n'importe truc. quelle relation humaine, hein, c'est jamais à chaud. Jamais. C'est pour ramener que des rues. Ouais, je suis vraiment d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, merci de nous avoir écoutés. Je pense qu'on va clôturer là. On a déjà passé toutes les questions qu'on espérait Ok, faire. voilà. Comme quoi, on a été plutôt efficace et je pense qu'on a été très intéressant dans ce podcast. J'espère que vous appréciez la nouvelle qualité. J'ai été regarder de temps en temps pour la caméra, etc. Donc, j'ai acheté une nouvelle caméra. Je vais faire en sorte d'en acheter plusieurs. Je vais en acheter plusieurs pour qu'il y ait une caméra par personne. Nouveau micro. Il y en a un autre derrière, mais on n'a pas réussi à le connecter. Bref. Lors des prochains podcasts, on aura un micro par personne, des caméras bien, etc. On se professionnalise de plus en plus. J'investis de plus en plus. J'espère que vous appréciez toujours autant ces contenus. C'était Quickfly Junior et Tommy. C'est ciao. Merci. Ciao, ciao! Faites des bruits bizarres. Bye bye, bye bye. You know.